L'épisode 7 de Severance est l'un des plus beaux, intenses et énigmatiques épisodes de télévision de tous les temps, alors qu'il était aussi la première réalisation de Jessica Lee Gagné, la directrice de la photographie de la série. L'épisode 8 a pu souffrir de la comparaison, car il était plus court et plus simple, et pourtant pas moins indispensable à la progression narrative de la saison, et offrant à sa manière magnificence et émotion sincère. Attention, pour cette vidéo, soyez bien à jour des épisodes 7 et 8 car j'utiliserai les deux pour alimenter l'analyse. Nous ne connaissions pas vraiment Gemma jusqu'à cet épisode qui parvient à retracer le parcours amoureux et les désillusions du couple cherchant à avoir un enfant en quelques minutes, réussissant au passage à faire de Gemma un personnage auquel on s'identifie, qu'on adore, en nous faisant admettre sans aucun doute possible pourquoi Mark a pu en tomber amoureux et pourquoi son deuil est aussi insupportable. Cet épisode 7 met fin à toutes les théories selon lesquelles Gemma serait morte, même s'il a pour titre Shikai Bardo, qui est la première étape du parcours de l'âme après la mort dans le bouddhisme tibétain. Cet épisode nous parle de la vie, de la compréhension de ce qui est important et authentique dans cette vie. Gemma et Mark ont peut-être été repérés par l'Humone dès leur don du sang, leur première rencontre, et à coup sûr, lors de leur démarche pour une procréation médicalement assistée, sans connaître les détails, l'Humone a dû repérer en eux quelque chose qui les intéressait pour leurs expériences sur la dissociation. Peu à peu, les tentatives du couple d'avoir un enfant ont échoué et il ne fait quasiment aucun doute que les traitements fournis par l'Humone n'étaient pas du tout destinés à fonctionner, mais plutôt à préparer Gemma afin qu'elle sombre dans le désespoir et accepte une proposition qui lui aurait semblé folle de prime abord. On sent que la culpabilité de Gemma croît au fur et à mesure de la déception que Mark fait peser sur elle sans forcément le vouloir. Elle se lance dans des questionnaires par correspondance, reçoit les cartes plastifiées de l'Humone avec leur façon de se réapproprier des concepts, notamment celui du Shikai Bardo, pour l'intégrer dans leur Galimatia, qu'on résume en la religion de Tyr. Religion qui consiste, pour rappel, à une sorte de délire sectaire fortement inspiré de la scientologie, avec cette sanctification d'un fondateur perçu comme infaillible à la pensée révolutionnaire et presque messianique, d'un côté Ron Hubbard, de l'autre Kirk Egan. Quoi qu'il en soit, Gemma, par amour de Mark essentiellement, décide d'accepter de rejoindre un programme secret de l'Humone. On ignore si elle savait que Mark la penserait morte, mais on peut supposer qu'elle savait qu'elle ne rentrerait pas de cette activité de soirée quand on la voit quitter Mark pour la dernière fois. Et pourtant, c'est vrai, elle lui tend des perches, il peut l'accompagner s'il le souhaite, elle peut rester. Cela prouve sans doute qu'elle hésitait encore à ce moment-là, et puisque Mark la laisse partir seule, c'est décidé, elle rejoint le programme L'Humone. Un programme qui n'a donc rien à voir avec l'immortalité ou le transfert de conscience, qui étaient certes des pistes pas inintéressantes, mais trop classiques sans doute. Non, l'Humone cherche tout simplement à pousser le concept de dissociation bien plus loin, à affiner son produit phare en quelque sorte, pour à la fois générer un profit colossal et anecdotiquement changer l'humanité. En effet, chaque salle dans laquelle Gemma entre va la confronter à une situation générant de la peur, de la douleur, de l'inconfort, de la gêne ou un mélange de tout cela. L'idée est simple, proposer aux consommateurs une dissociation sur mesure, leur permettant de masquer à leur conscience des activités nécessaires mais qu'ils détestent. Aller chez le dentiste, prendre l'avion, écrire des cartes de remerciement et toutes les autres situations qui ont pu être testées sans qu'on le sache pour le moment. Pour chacune de ces salles, Gemma passe par une dissociation différente. Ce mémoire est ainsi compartimenté en 8, voire bientôt en 9 parties. En effet, on a la mémoire de la Gemma de base, celle de Miss Casey, et celle des 6 salles dont elle a fait l'expérience pour l'instant, en attendant le test ultime, Cold Harbor, la 7e salle. Dans le monde contrôlé et aseptisé de l'étage de test, Gemma se retrouve à la merci du docteur Mauer, qui est un sadique et qui a développé sur elle une fixation malsaine de contrôle. Il s'imagine déjà comme le remplaçant de Mark dans le cœur de Gemma, tout en se complaisant à lui infliger toutes sortes de situations déplaisantes, voire horribles, dont on n'a sans doute pas tout vu. Gemma se retrouve dans une sorte d'enfer, ce qui rejoint la fameuse théorie d'Orphée et Eurydice développée dans une précédente vidéo. Mauer pousse le vice jusqu'à mentir en indiquant que Mark s'est remarié, qu'il a eu un enfant, même si Ellie est potentiellement enceinte selon certaines suppositions. Son affirmation n'est qu'un supplice psychologique de plus pour tenter d'affermir son emprise sur Gemma. On a hâte qu'il se fasse manger par des chèvres, ce type. Même si Gemma ne conserve pas la mémoire de ce qui se passe dans les salles, le traumatisme cumulé pèse sur elle et la Gemma de l'extérieur s'éteint peu à peu. Elle est de fait prisonnière, si elle a sans doute accepté initialement d'entrer dans l'expérience. L'épisode ne laisse aucun doute sur le fait qu'elle y est maintenue contre son gré. Les salles sont pensées sur la base de toutes les informations collectées par l'Humone sur Gemma et Mark, ce qui soulève indirectement
le thème des data que les grandes multinationales et notamment les réseaux sociaux aiment tant récolter sur nous. Elle déteste écrire des cartes de remerciement et la période de Noël a été dure à traverser du fait d'un dernier échec pour tomber enceinte. Ainsi, la salle Allentown la met dans cette période de Noël et la force à écrire de telles cartes de remerciement, qui plus est de sa mauvaise main, la gauche, ce qui explique son écriture maladroite pour ajouter à l'anxiété la douleur physique. Le comble du cynisme de Lumon consiste à faire travailler Mark au raffinage des macrodonnées pour améliorer le codage de la puce de dissociation en reconnaissant les sentiments négatifs ressentis par Gemma à l'intérieur de ces 6 salles de torture plus ou moins intenses. La présence des 4 sosies ratés des membres de l'équipe de raffinage des données, qui les regardent au travers des écrans, reste un point mystérieux du processus. Peut-être qu'ils sont là pour coder les informations afin de les faire entrer dans la puce. Ceci dit, une telle série n'a pas besoin de tout expliquer et l'étrangeté de leur présence est en soi un élément intéressant qui participe à créer une ambiance. Ceci étant dit, le fait que ces sosies ratés ont une vue directe sur le visage des raffineurs laisse supposer qu'ils pourraient renseigner les émotions perçues chez nos héros quand ils se concentrent sur les fameux chiffres. Peut-être en saura-t-on davantage un jour sur l'ensemble du processus, mais c'est pas sûr. Reste une question essentielle, bien entendu, celle de Cold Harbor, la dernière salle. La lumière des révélations du dernier épisode disponible, le 8, et en recoupant avec tout ce qu'on sait de la série jusqu'à maintenant, on peut parier que cette 7e salle doit permettre à la dissociation de continuer sa vie normale, mais en enfermant le deuil dans un coin de la puce. On peut imaginer qu'une partie de la conscience serait donc en deuil perpétuel, tandis que la conscience principale poursuivrait sa vie comme si de rien n'était. Le nom même de la salle, Cold Harbor, un port froid, semble étrangement correspondre à la ville natale d'Harmony Coble, Salt Neck. On savait qu'Harmony était très affectée par le deuil de sa mère, mais maintenant on sait que c'est elle qui a inventé le concept même et la technologie de la dissociation. Sachant son obsession pour Mark, on peut parier qu'elle souhaite se débarrasser de ce deuil qui lui est insupportable et que c'est la raison pour laquelle elle voulait superviser les tâches des dissociés. Harmony ne veut pas vraiment avoir de vie parallèle comme les dissociés actuels, elle veut continuer la sienne, mais en enfermant dans un coin de son cerveau ce fameux deuil. Du moins, c'est la théorie qui me semble la plus solide pour le moment, une théorie qui laisse supposer que la salle Cold Harbor devrait nécessiter la mort de quelqu'un, potentiellement celle de Mark pour Gemma, celle de Gemma pour Mark exter, ou encore celle d'Ellie pour Mark inter. Le plus logique serait bien sûr la mort de Mark pour Gemma, puisqu'elle est le centre des expérimentations pour le moment, sans oublier que le Dr Mower ne serait que trop content de se débarrasser de Mark, qu'il voit comme un rival. Reste à voir si Lumon dispose de la technologie pour simuler de manière vraiment convaincante une mort, sans tuer personne véritablement, ce qui serait alors une option, mais ils sont clairement capables de tuer pour arriver à leur fin. Évidemment, comme tout le monde l'a remarqué, le Dr Mower était présent dès la première visite de Mark et Gemma au centre de fertilité Lumon, pour des raisons sans doute génétiques ou biologiques, au sens large. Ce couple a été identifié et sélectionné par Lumon pour leur magnum opus, leur grande œuvre, la dissociation à la carte. Il va de soi que ce processus va à l'encontre de tout ce qui participe à l'expérience humaine. Si on isole et bannit toutes les sources d'inconfort, de peur, de tristesse, on transforme radicalement la condition humaine elle-même. Il y a une différence fondamentale entre cette démarche et celle consistant à soigner les gens avec le plus de délicatesse possible, en évitant la douleur et en prodiguant un soutien psychologique. En effet, ici on transforme l'humain et on fait de tout un chacun à la fois le geôlier et le tortionnaire inconscient d'autres versions de soi, prisonnières de son esprit, dans des boucles perpétuelles de moments déplaisants, voire atroces. Dans les souvenirs de Mark et Gemma sont évoquées 2 œuvres de Tolstoï, à savoir La mort d'Ivan Ilitch et Hadji Murat. Dans le premier cas, la nouvelle évoque un juge, une piètre personne, qui prend conscience de ses échecs en tant qu'homme et se réconcilie avec lui-même avant sa mort de maladie suite à une blessure. L'idée au centre de la nouvelle est cette capacité à embrasser ce qui est authentique, à faire le tri, à grandir au travers des épreuves. Autant d'éléments cruciaux de l'expérience humaine qui pourraient être détruits par la dissociation à la carte, enfermant les individus dans leur ego, leur suffisance, convaincus que tout va pour le mieux, tandis qu'au plus profond d'eux-mêmes, le mal ne ferait que pourrir et les ronger à leur insu pour aboutir à des désastres à n'en pas douter. Concernant Hadji Murat, le texte parle de résistance et de déterminisme. Il dresse le portrait d'une armée russe incompétente, d'un tsar suffisant, un autocrate borné qui traite mal son entourage. On peut y reconnaître une critique de Lumon indirectement, d'autant que le personnage titre finit décapité, ce qui n'est pas sans rappeler le tableau de l'étage des dissociés, avec Kier et son sabre face aux 4 dont la tête dépasse du sol. Par ailleurs, l'épisode 7 est empli de détails comme le fait de voir Gemma éternuer alors que cela faisait justement partie de la liste énumérée par Mark en première saison des choses qu'il adorait chez sa femme, notamment sa façon d'éternuer 2 fois de suite ou encore son allergie
à la noix de muscade. La carte plastifiée qui est supposée représenter le Chikai Bardo correspond à celle que Dylan avait prise au département optique et design, ce qui souligne que ce département est bien mis à contribution pour participer aux actions de recrutement de Lumon à l'extérieur, comme ces éléments envoyés par correspondance à ceux qui ont confié leur adresse. Comme quelqu'un l'a remarqué pertinemment sur Reddit, on pouvait voir en première saison Mark recoller les morceaux d'une photo déchirée de Gemma. On peut potentiellement y voir une intention d'écriture, sachant que la mémoire de Gemma est divisée, même si en plus grand nombre de morceaux, encore que les 4 que comptait la photo déchirée. Autre détail troublant, l'infirmière qui demande à Gemma si elle craint davantage de mourir d'étouffement ou de suffocation, ce qui correspond étrangement aux 2 morts auxquels Ellie et Elena ont réchappé de justesse, tantôt par pendaison, tantôt par noyade. Parmi les points qui restent bien mystérieux dans cet épisode 7, il y a ce truc au sujet de Denali que Gemma indique avoir envoyé à Mark avant de partir le dernier soir, celui du faux accident, a priori. Et ce nom Denali correspond à un parc national dont fait partie le mont McKinley en Alaska, mont qui est le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Initialement renommé Denali, c'est à ce gros tocard de Trump qu'on doit son renommage en mont McKinley en 2025. On peut supposer que Gemma prévoyait une sorte de voyage de retrouvailles avec Mark en revenant du programme Lumon, du moins si la théorie selon laquelle elle la rejoint de son plein gré se confirme, ce qui me semble fort probable. La photographie de l'épisode le met volontairement très à part du reste de la saison. Pour toutes les séquences de flashback concernant la vie de couple, on peut à nouveau penser à Eternal Sunshine of the Spotless Mind, entre autres influences. Surtout, on sort des palettes bleues, vertes et rouges habituelles. Autre détail de design, le choix d'utiliser la même pièce pour la salle d'attente du centre de fertilité et pour l'appartement prison de Gemma à l'étage de test, est là pour signifier clairement que c'est l'un qui a mené à l'autre, sans pour autant signifier que c'est à l'étage de test que le centre de fertilité se trouvait bien sûr, juste que Lumon a poussé le vice jusqu'à rappeler à Gemma qu'elle est là pour ce projet, jusque dans la forme de sa pièce de vie. Dans le montage d'images s'enchaînant à toute vitesse, des arrêts permettent de retrouver les mains de Mark qui fabrique l'arbre en argile lors de la fameuse session bien-être avec Miss Casey. On peut y voir un lien symbolique avec leur désir de fonder une famille, et les petites extrémités de l'arbre peuvent même faire vaguement penser à des doigts de bébé. La mise en parallèle en images des couloirs et d'une route de nuit bordée de congères souligne le fait que l'accident fictif mène à cet enfer. L'effet angoissant est renforcé en filmant les corridors de manière à ce que le sol devienne un mur, et l'ensemble aboutit à une ambiance que j'ai trouvée très lynchienne, ce qui est un sacré compliment pour moi. La chaleur des souvenirs d'amour contraste totalement avec la froideur clinique et aseptisée de l'étage de test, qui déshumanise tout. La tentative d'évasion de Gemma commence avec le meilleur moment de l'épisode, à savoir Mauer qui se mange une chaise en pleine tronche, pour se terminer sur le plus désespéré, alors que Gemma comprend qu'elle n'a absolument aucun contrôle ni aucune chance de sortir par elle-même. On ne peut que détester Milchick quand on le voit encore essoufflé et en cuir de motard envoyer Miss Casey vers l'ascenseur noir. Il fait le sale boulot et il a conscience de le faire. Celui dont on espérait la rédemption, on est loin pour l'instant et on commence à se demander avec l'épisode 8 si ce chemin ne sera pas celui d'Harmony Coble, même si les choses restent compliquées et Coble est clairement coupable de beaucoup puisqu'elle est au courant de tout. L'épisode 7 laisse Mark vagabonder en esprit dans ses souvenirs et lorsqu'il reprend conscience, on se demande nécessairement si la réintégration artisanale bricolée par Eliabi a fonctionné. A-t-on assisté au réveil d'un Mark dont tous les souvenirs sont enfin réunis? Le Mark inter a-t-il découvert Gemma et le Mark exter a-t-il découvert Ellie? Concernant Regabi, justement, ces 2 épisodes n'ont fait qu'alimenter mes soupçons à son encontre. Si elle ne travaille sans doute pas pour Lumon, ses véritables allégeances et objectifs restent mystérieux et sa compétence sérieusement remise en question par la réaction de Coble quand Devon lui explique la situation au téléphone. Alors est-il si étonnant pour Devon d'appeler Harmony Coble? C'est un point délicat à trancher. D'un côté, elle apparaît comme une ennemie, mais de l'autre, elle est la personne la plus à même de savoir quoi faire pour éviter que Mark ne meure dans l'immédiat, ce qui vient plutôt appuyer la pertinence du réflexe de Devon, qui est doublement sous le choc à ce moment-là, puisque la survie de Gemma lui a été confirmée. On pourrait en dire pas mal encore sur l'épisode comme sur la place des fleurs comme symbole de l'épanouissement et des difficultés rencontrées par le couple, mais passons maintenant à quelques observations plus spécifiques sur l'épisode 8, nettement plus simple. On y apprend qu'Harmony Coble a été enrôlée dès l'enfance dans les rouages Lumon. Sa tante, qui occupe la maison familiale, est une fervente croyante dans les principes de Kyr, et notamment ses 9 valeurs. Elle est devenue une paria dans cette ville côtière qui a périclité depuis la fermeture de l'usine de Lumon et que le rejet de l'entreprise y est devenu la norme. On devine que le potentiel hors norme d'Harmony a été repéré et elle a intégré l'école dont est aussi issue Mademoiselle Wang. Cela vient confirmer l'idée que ce personnage est aussi là pour dénoncer le travail des enfants, même s'il est en col blanc,
dans le cas précis de Mademoiselle Wang. Travailler en col blanc, ce n'était pas le cas d'Harmony Coble et de son ami d'enfance, Hampton, puisqu'il manipulait des valves dans l'usine et que la plupart de ceux qui y ont travaillé ont développé une addiction à l'éther diéthylique dont Hampton fait le commerce. Parmi les acteurs qui campent ses vieux clients, on peut reconnaître Jerry Stahl, un romancier et scénariste que connaît Ben Stiller, puisque Stahl a fait une apparition en tant qu'acteur dans Zoolander, mais surtout, il a écrit Mémoire des ténèbres, où il relate notamment son expérience d'addiction à l'héroïne, mémoires qui ont fait l'objet d'une adaptation en film dans laquelle Ben Stiller jouait Jerry. En VO, en anglais donc, l'éther diéthylique se dit diethyl ether, ce qui rappelle furieusement le prénom Dieter, en combinant les deux mots tout simplement, le prénom du frère de Keir dont on a entendu parler durant la sortie des Inters, de là à penser que Dieter est un double imaginaire de Keir sous l'effet de l'éther. Il n'y a qu'un pas que certains ont allègrement franchi dans certaines théories développées sur Reddit. Apparemment, certains ont été déçus par cet épisode 8. Le seul reproche que je peux lui faire personnellement, c'est de nous obliger à attendre avant de retrouver Mark, Irving et les autres, alors que les choses avancent, mais sur le fond, il était vraiment indispensable de développer enfin Harmony Coble, et cet épisode l'a fait de manière que j'ai trouvé magnifique. Et puis il faut dire que la photographie est encore une fois tombée par terre avec ses camaïeux de gris et de blanc qui semblent avoir été faits pour aller avec la couleur des cheveux de Coble. Tout est rude, triste, mais en même temps majestueux. Harmony est tel un des icebergs de la baie et on découvre enfin un peu de sa partie immergée au travers de ce passé d'enfant travailleur, puis d'étudiante modèle qui était absente quand sa mère sous assistance respiratoire est morte. On peut parier que la maladie de sa mère était liée aux émanations toxiques de l'usine qui a dû salement pourrir l'environnement avant de laisser la ville crever la gueule ouverte. Quand on apprend qu'Harmony est à l'origine même de l'invention de la dissociation, on comprend mieux le rapport de force qu'elle pense avoir face à Elena et le danger qu'elle représente pour l'Humone, puisqu'elle peut prouver que Jamie Egan s'est attribué le mérite d'une invention qui n'est pas la sienne. Symboliquement, c'est dans un prix avec la forme de la tête d'un Egan que se trouvent les fameux plans. Il s'agit sans doute de la tête de Jamie Egan lui-même, le père d'Elena, puisque son nom apparaît sous le buste et qu'il est sur la photo aux côtés d'Harmony. Si Harmony peut se révéler un allié précieux pour Mark et éventuellement même aider à sauver Gemma par exemple, il n'est pas dit qu'elle veuille le faire si son objectif personnel reste de faire aboutir le processus qui lui permettrait de masquer sa souffrance via Cold Harbor. Pour aller plus loin, je dirais même que pour que Harmony Coble reste intéressante et pertinente dans l'histoire, pour préserver la tension au fil des saisons, peut-être vaudrait-il mieux qu'elle reste une adversaire. Son importance dans la création de la dissociation explique aussi sa représentation dans le générique en tant que figure presque divine qui observe les actes de Mark depuis un livre qu'elle tient entre ses mains. Sur Reddit encore et toujours, une personne au pseudo de Sound of Radar présente une théorie qui explique que l'usine ne fabriquait pas de l'éther diéthylique, mais en diffusait volontairement pour que les travailleurs ne se souviennent pas vraiment de leur travail, comme une forme primitive de dissociation en quelque sorte. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, vous savez à quel point les commentaires sont importants pour porter une vidéo, mais c'est une théorie qui me semble solide car intéressante scénaristiquement. Avoir des travailleurs obéissants et incapables de se rebeller reste un objectif majeur de l'Humone avec l'idée sous-jacente d'étendre cette domination de l'esprit humain au monde entier. Il reste 2 épisodes à cette saison pour atteindre un paroxysme qu'on espère au niveau du fameux épisode 9 de la saison 1, mais il sera peut-être difficile de faire mieux que l'épisode 7 en termes d'impact émotionnel. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à jeter un œil à la vidéo que j'ai consacrée à Mickey 17, un film, le dernier film de Bong Joon-ho, qui on doit notamment Parasite, bien sûr Memories of Murder, Okja et j'en passe. Et c'est donc une satire politique dans l'espace avec des histoires d'immortalité au travers d'une machine qui permet de copier quelqu'un qui est mort récemment. Ça pose plein de questions intéressantes et potentiellement je crois que ça pourrait vous intéresser si vous aimez Severance. Et merci pour votre patience, hein. Je sais que ces analyses des 2 épisodes ont mis un certain temps à arriver et je fais mon maximum avec ce qui se passe actuellement dans ma vie, je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, je vous dis à très vite, a priori avec Daredevil, puisque c'est enfin revenu sur Disney+, et puis plein d'autres choses, je n'en doute pas. Donc à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!